Chers téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité sur cette autre édition de nos lectures critiques du livre. Comme invité sur votre émission cet après-midi, une dame. Native de Douala, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences sociales obtenue à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, d'un 3e cycle en commerce international obtenu à l'Université catholique de Lille, puis d'un 2 SSS en marketing et qualité obtenue à l'École supérieure de Lille. Elle a travaillé pendant 7 ans dans une entreprise internationale à Douala. Désormais connue pour ses œuvres à succès, Hem Leboum, pour ne pas la citer, est bien notre invité cet après-midi. On parlera de son dernier ouvrage, Les Maquisards, ouvrage qui lui vaudra la distinction de prix littéraire d'Afrique 2015. Comme vous, je suis impatient de la retrouver de l'autre côté du plateau. Je vais donc de ce pas l'y retrouver. A tout de suite. Madame Boum, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur Diaf TV cet après-midi. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour échanger avec vous sur un de vos ouvrages, Les Maquisards. Mais avant, nous avons fait un petit tour quand même dans ce qui constitue aujourd'hui votre bibliographie. Et nous constatons que 2 livres font déjà partie de plusieurs choses que vous avez écrites jusqu'ici, notamment Le Clan des femmes, le premier est sorti en 2010 et Sidémie en 2012. Voilà. Alors, Sidémie, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire ce livre, le registre, il est totalement distant de celui sur les Maquisards. Oui. Comment s'est fait la transition? Avec Sidémie, on est sur quelque chose de beaucoup plus contemporain. L'action se passe dans le Douala d'aujourd'hui et sur des personnages, sur une histoire, sur des histoires qui nous concernent nous. Tandis que sur les Maquisards, on est dans les années juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et ça parle du combat pour l'indépendance au Cameroun. Alors comment se fait la transition? Je ne suis pas certaine qu'il y a eu transition, je suis toujours dans le Cameroun. C'est clair, je suis toujours en train de parler des problématiques de ce pays-là, dans le temps, en fonction des lieux, mais je reste toujours dans cette entité qu'on appelle Cameroun. Pour le cas des Maquisards, on est quand même au cœur d'un problème majeur qui aura marqué la période de décolonisation en Afrique, au Cameroun en particulier, dans le pays Bassa, alors que dans le cas de Sidémie, vous êtes dans un registre beaucoup plus axé sur les relations humaines, le prisme de l'amitié, même de la maladie, de l'espoir. Dans les Maquisards aussi. Alors que l'espoir. Dans les Maquisards aussi, je suis sur des personnages, je suis sur l'intimité des gens, je suis sur l'affection, le lien, la famille, pour dire des choses plus globales, pour expliquer des problématiques plus globales, mais je pars toujours de là. Dans les 2 livres, je pars de là. D'accord, de toute façon, vous avez tout dit, hein. Vous êtes au Cameroun. Hein. Oui. Écoutez, merci. Aujourd'hui, Les Maquisards, c'est le titre de votre livre. Pourquoi le choix de ce titre à connotation très très péjorative, alors que vous décrivez ici un contexte de gens qui étaient braves et qui luttaient pour une libération juste de leur pays, de leur peuple. Pourquoi connotation si négative? Beaucoup de gens m'ont posé la question, beaucoup de Camerounais m'ont dit mais pourquoi les Maquisards? J'aurais dû les appeler les nationalistes, les combattants de la liberté, les indépendantistes, voilà, il y avait toutes sortes d'autres mots. Mais après, il y a un contexte aussi qui est la forêt. Et la forêt, c'est ce maquis-là. Le maquis est à la fois physique, c'est cette forêt, et puis aussi à la fois, j'avais aussi à l'idée de réhabiliter ce terme. Les maquisards, c'est ceux qui se sont réfugiés dans les forêts. Que ce soit dans les forêts Bassa ou dans les montagnes de l'Ouest, c'est ce maquis en tant que refuge qui était important. Et le fait qu'on en ait une idée péjorative, c'est simplement qu'elle nous a été inculquée. Aujourd'hui, ils passent pour des guerrieros ou des terroristes même. Alors que oui, c'était des combattants de la liberté. Ils avaient une certaine idée du Cameroun et une idée que nous avons perdue en chemin, mais une certaine noblesse dans l'idée. Et c'est important de réhabiliter ce mot. C'est le maquis qui était leur refuge, qui est devenu la prison, leur tombeau pour certains. Mais le maquis en soi est un soldat de cette bataille.
Alors, vous permettrez qu'on insiste allez-y. Sur ces éléments qui sont d'ailleurs assez, on va dire, ces éléments principaux de votre livre. Hein, le terme maquisard nous plonge au cœur donc, de cette guerre de libération qui se déroule dans le peuple bassa. Vous essayez de réhabiliter ce mot quand on sait que ce mot a été introduit par le colon pour stigmatiser négativement ceux qui s'opposaient à leur vision du Cameroun de demain. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de perdre vos lecteurs lorsque vous réhabilitez je pense, un mot peu importe, si mes lecteurs se perdent à cause de ça, oui, le maquis. Oui. Non, pas le maquis, les maquis. Oui, le maquis. Le maquis, c'est autre chose. Oui. Permettez. Le maquis, c'est la forêt. Les maquisards, dans d'autres sociétés, ici aussi, il y a eu des maquisards. Et ça désignait qui? Ça désignait des personnes qui ont résisté, les résistants. Pour ce qui concerne le Cameroun, on a appelé maquisards. Quand je dis on, c'est la puissance coloniale, a appelé maquisards les personnes qui se battaient contre elle avec une connotation péjorative. Mais ils n'ont pas inventé le mot existe depuis longtemps. Ça a du sens, le mot a un sens. Les maquisards, ces personnes qui se réfugiaient dans le maquis, qui ont été repoussées dans le maquis parce qu'on les a disqualifiés, parce qu'on les a traités de hors-la-loi et parce qu'on les assassinait, ces personnes qui se sont réfugiées dans le maquis étaient des maquisards et en cela ce terme est noble. C'est pas parce que quelqu'un décide, c'est pas une personne qui décide de la noblesse d'un terme, c'est les faits et les actes qui vont le porter. Voilà, il n'y a rien je suis très à l'aise avec ce mot, au contraire. Mais la question m'a été posée plusieurs fois parce qu'au Cameroun, on dit les maquisards, même maquis, ça a une connotation pas très positive. Mais ce maquis-là, ce combat-là, s'est passé dans le maquis et ces gens-là étaient des maquisards. D'accord. Mais moi, je pense que oui, votre réponse a du contenu et du sens. Hein. Vous estimez qu'effectivement, si c'était dans un maquis, donc par conséquent, le mot maquisard traduit simplement les gens qui vivent dans le maquis. Peu importe après que la connotation qu'on essaie de leur donner, sous quelque prétexte que ce soit. Voilà, non. Ils se sont retrouvés. C'est d'ailleurs pour ça que je choisis la forêt aussi, pour parler, pour poser ces personnages. Ils se sont retrouvés dans cet environnement. À l'intérieur de cet environnement, ils se sont battus, ils ont riposté comme on a pu. Il y a eu, on le sait aujourd'hui, mais que ce soit en pays Bassa ou en pays Bamileke ou même ailleurs encore au Cameroun, il y a eu des villages qui ont été rasés, des villages qui ont été déplacés de la forêt pour revenir sur la route, pour faire ce qu'ils ont appelé les zones de pacification. Il y a eu des camps, enfin voilà. Je ne vais pas revenir sur le détail des différentes choses, mais ça a tout à fait son sens, des maquisards. Oui. Revenir sur ces éléments de l'histoire tragique, douloureuse de ces périodes-là, traduit chez vous beaucoup de chagrin. On voit qu'il y a chez vous de la douleur également quand vous venez sur ces éléments-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez investi d'une mission de personnes militantes pour conscientiser les Camerounais, à travers votre livre bien sûr, hein, sur cette histoire. D'ailleurs, si je me permets rapidement, un commentaire de vous qui est en adéquation avec ce que vous venez de traduire, vous dites que la grandeur qu'un peuple a de son histoire se construit. Et vous continuez en disant qu'on n'a pas permis aux Camerounais d'être fiers de leur histoire. Et vous dites d'ailleurs que de cette histoire, c'est le silence total. C'est un silence assourdissant. Mais merci de me citer. C'est vrai. Dites-moi, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui investi de cette mission de conscientiser les Camerounais sur cette histoire qui leur a fait un défaut, ou alors qu'on leur a mal enseigné? Au-delà du fait de leur avoir... je ne vais pas répondre sur est-ce que je me sens en mission, je ne me sens pas en mission. Mais, ou alors je vais répondre vite fait. Je ne me sens pas en mission, comme ça c'est fait. Mais au-delà de tout ça, il y a le fait que cette histoire a existé. Elle a moins de 50 ans, je veux dire, c'était hier. Nos parents ont été concernés par cette histoire. Et il y a eu cette espèce de silence massif, minéral, qui a
qui a essayé d'éteindre, mais d'enterrer ou de jeter dans les poubelles de l'histoire, je ne sais même pas comment dire, tous ces hommes, ces femmes, cet engagement. Vous me demandez si j'ai du chagrin, bien sûr. Je sais, quand j'ai commencé à écrire Les Maquisards, j'y suis entrée de façon extrêmement forte. C'est ça que permet le roman, c'est à la fois d'avoir le recul de l'écriture, mais d'être totalement dans l'intimité, l'intensité de ce qu'on est en train de faire. Et je découvrais au fur et à mesure. Alors oui, j'ai du chagrin, mais aussi j'ai du chagrin parce que cette histoire, on est passé à côté. Nous continuons de passer à côté. On fait nation. Ces gens, le courage dont ils ont fait preuve, l'extrême violence qui leur a été, qui a été déployée contre eux, tout cela est une raison d'être fier. Voilà. Est une raison. Il y a là de quoi être fier. Je veux dire, c'était des gens de rien. On ne comprend pas aujourd'hui, ou alors on l'analyse différemment, mais c'était des gens de rien. C'était des paysans. Imaginez déjà les paysans d'aujourd'hui dans nos villages. Tous les paysans ont un portable, déjà. Tout le monde a son petit portable de base, là, il peut téléphoner. Là, ils n'avaient rien. Ils ne savaient pas comment fonctionnait le monde. Ils avaient à peine des radios, peut-être, pour certains les plus riches. Ils n'avaient pas voyagé plus loin que la ville à côté. Ils se mariaient entre eux. Il y avait eu des migrations avant pour toutes sortes de choses, mais ils étaient là, installés, dans leurs coutumes. Et puis ils vivent ça. Ils vivent l'arrivée de la colonisation, la manière dont elle se déploie, cette remise en question extrêmement violente de leur mode de vie. Et ils s'adaptent, ils acceptent. Et ensuite, quand le combat pour l'indépendance vient, ces gens-là se lèvent. Et ils ont tout perdu, ils ont été massacrés. Et nous, on ne peut pas ignorer ça aujourd'hui. On ne peut pas. Ils sont la base de notre pays. C'est là que commence c'est d'eux que commence la nation camerounaise, si nation camerounaise il y a. Madame Boum, quand on vous entend parler, on comprend qu'il y a sur vous un appel du fond de vous sur ces questions-là. On a eu des gens comme Thomas Deltombe, des gens comme Achille Mbembe, avec des compatriotes, Thomas Deltombe avec des compatriotes comme Tatita, qui ont écrit des livres, des essais. Et d'ailleurs, on a vu les Mangobeti qui ont écrit également des essais. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en train de parler d'un problème quand même grave que vous avez romancé dans un livre. Peut-on aujourd'hui penser que nous assistons là à une ère nouvelle où l'essai cesse d'être le seul genre littéraire pour aborder des questions aussi graves, aussi profondes? Il y a eu des romans, pas beaucoup, 3 ou 4, mais il y en a eu qui abordent cette période, et il y en a eu aussi qui sortent, il y a de nouveaux romans. Après, est-ce qu'on aborde une ère... Je ne sais pas. J'avoue que moi, je ne me pose pas du tout la question en ces termes. Tant mieux si on fait des essais. On a besoin d'essais, on a besoin d'historiens, sociologues, philosophes, ce que vous voulez, qui écrivent, qui portent leur propre regard. On a besoin de romanciers, de poètes, de toutes sortes de personnes qui peuvent apporter. On a aussi besoin de romans. On a aussi besoin des gens comme vous. Absolument. De romanciers. Mais bien sûr. Dans une fiction qui facilite la lecture. Ah, tout à fait. On a besoin de tout ça. Voilà, d'entrer. Il n'y a pas de tri à faire. Tout le monde, chaque contribution est bienvenue. C'est comme ça aussi qu'on construit l'imaginaire d'un peuple. C'est comme ça aussi qu'on donne matière à son intelligence, à la vision qu'il a de lui-même, à l'interprétation qu'il a de sa propre histoire, en historien, romancier, essayiste, philosophe, musicien, poète, ce que vous voulez, en l'écrivant, en l'interprétant. Il faut tout ça. Tout ça est nécessaire. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas une parole qui soit plus importante qu'une autre. L'essentiel, c'est que toutes les paroles aient la possibilité d'être entendues, d'être portées. Madame Boum, vous êtes une femme, c'est une évidence, vous me direz. Tout à l'heure, j'ai cité plein d'hommes qui ont écrit sur cette histoire douloureuse du Cameroun. Et quand on parcourt votre livre, il y a quand même des noms qui reviennent, les Ngobillon, les Gertrude Omor, les Marthe Moumier, les Esther Ngomangele. La part réservée aux femmes dans votre roman est-elle une réponse à l'oubli que la gente masculine
à accorder à ces femmes, pourtant braves, qui soutenaient ces valeureux nationalistes, qui combattaient pour une liberté juste? Elle ne se contentait pas de les soutenir, hein. C'est-à-dire qu'elles ne venaient pas en seconde place dans le combat. Elles étaient combattantes auprès de ces hommes. Et Podol il a toujours encouragé cela. Il a toujours, évidemment, il a toujours dit que chacun, homme, femme, quel que soit son paysan, intellectuel, chacun apporte ce qu'il a à ce combat. Et elles sont venues, elles ont apporté leur force, leur intelligence. Quand Pandol est assassiné, il y a des femmes qui sont assassinées à ses côtés. Voilà. Et la manière dont les sociétés étaient organisées à l'époque, dans cette époque-là, en tout cas en Pays Bassin, rend impossible le fait qu'un combat d'une telle ampleur ait pu se faire sans leur participation pleine et entière. Elles se sont engagées, elles ont payé le prix fort au même titre que les hommes. Après, maintenant, les hommes sont tombés dans l'oubli, alors que dire des femmes, c'est toujours pareil. Quand il y a une situation, pour un homme, elle est toujours 2 fois plus douloureuse ou plus dramatique pour la femme à côté de lui. S'il est vrai que vous êtes dans un registre purement romancé de cette histoire, quelle est aujourd'hui votre opinion personnelle sur la situation aujourd'hui au Cameroun en rapport à toutes ces luttes? Est-ce que vous pensez que cette lutte aujourd'hui aura porté des fruits ou alors ça a été un échec? Moi, je pense que la grande... c'est très étrange qu'avec des personnes que nous avons eues, les grands combattants qui se sont investis dans cette lutte au Cameroun et qui ont été lâchement tués pour la plupart, violemment, c'est très étrange que nous n'ayons pas eu des personnages qui vont sur le plan mondial avoir l'aura d'un Lumumba, par exemple. L'histoire, on dirait qu'elle s'est fermée au Cameroun. Et une fois que ces personnes ont disparu et que d'autres se sont tués et que d'autres se sont laissés corrompre, voilà, il faut que la vie continue. On dirait que l'histoire s'est fermée. Le silence s'est abattu, comme je disais tout à l'heure. Et on peut se demander effectivement si ça a été un échec ou pas. Moi, je le pense pas. Je pense pas que ça a été un échec. Tous les 2 ou 3 ans, on revient sur cette histoire au Cameroun. Tous les 2 ou 3 ans, on reparle des indépendances. Les gens recommencent à poser des questions. Les gens demandent des rues, que ce soit enseigné à l'école. Voilà. Il y a quelque chose qui ne meurt pas. Il y a quelque chose qui fait que moi, aujourd'hui, en 2016, j'éprouve le besoin de réécrire cette histoire, qui fait que les Camerounais ont énormément lu le livre. J'ai eu des retours tellement inattendus et importants à mes yeux. Des Camerounais, les Africains, plein de gens me disent, mais enfin, on ne savait pas. C'est une fiction historique. Les éléments historiques dont je parle sont vrais, mais ça reste du roman. Mais il y a des tas de gens qui me disent, mais on ne savait pas. Et d'autres qui me disent, mais c'est tout à fait ça. Ou j'ai cru que j'allais mourir sans que mon histoire ne soit racontée, m'a dit un vieillard. Et ça, c'est peut-être ça la victoire des maquisards. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, on en est encore là. On en parle. On ne les laisse pas mourir et ils ne meurent pas. Leur puissance, la puissance de ce combat est toujours présente en nous. Cela explique aussi peut-être moi je pense, la part d'insoumission et d'indiscipline qui caractérise le peuple camerounais. D'accord. Je voudrais revenir sur un extrait de votre livre. Je vais nous lire avec vous cette partie de votre livre qui nous inspire effectivement ce sentiment que la vérité n'est pas toujours ce qu'on croit. C'est dans l'échange qu'a le fils Condé avec sa mère. Alors c'est au sujet de son père. Sa maman lui répond, « Ton père ?» demanda-t-elle en se redressant. « Je ne comprends pas ta question, fils. Tu as eu à tes côtés un homme qui t'a aimé, choyé. Il t'a tenu la main lorsque tu en avais besoin. Il t'a appris à chasser, à pêcher et à bâtir une maison. Il a payé ta scolarité, offert une éducation, expliqué le bien fondé de la lutte, la différence entre le bien et le mal. Tu poses la question et tu connais la réponse. Crois-tu qu'un autre t'en aurait plus offert simplement parce qu'il aurait été ton géniteur? Mensonge, répond l'enfant.
Tu essaies encore de m'embrouiller l'esprit. Réponds-moi, exigea-t-il. Pour une fois dans ta vie, donne-moi une réponse. Une seule. Et avant de reprendre. Tu crois qu'il n'y a qu'une réponse? Une unique vérité? Tu t'imagines que les choses sont noires ou blanches, tranchées? Mais ce ne sont pas les enfants qui décident de l'identité de leur père. Ce sont les mères. À ta question, mon fils, pour tout homme sur cette terre, il n'y a qu'une réponse. Tu es le fils de ta mère. Moi, c'est une partie qui est assez marquante. Donc, je reviens dessus parce que elle traduit effectivement la complexité de nos vies. Elle traduit effectivement la complexité, même de la question à laquelle tout à l'heure vous essayez de répondre. C'est quoi la vérité? Cette lutte fut-elle un échec ou pas? Et j'avais l'impression d'avoir la réponse en lisant cet extrait très tôt. Pareil sur la question relative, un peu, on en a parlé tout à l'heure, sur la trahison. C'est pareil. Cet extrait, pour moi, est très fort. On peut créer des analogies à tous les niveaux avec les sujets en essai. Donc, et vous, d'où vous est venue cette inspiration? Qu'est-ce qui a motivé cet extrait ici? Pourquoi? Je pense que, après, il faut comprendre que c'est très transgressif ce qui se passe là. Nous ne sommes pas des sociétés où un enfant peut venir demander à sa mère qui est son père. D'autant plus qu'on lui a montré un père. Il y a quelqu'un qui l'a élevé. Donc, il est très, très difficile, aujourd'hui, dans l'époque que nous vivons, pour un enfant camerounais, d'aller un jour, de façon aussi agressive, demander à sa mère qui est son père. Ce n'est pas des choses qui se font chez nous. Et donc, c'est entré en matière extrêmement transgressive. Et cette transgression va se répéter dans l'époque extrêmement difficile. Et les anciennes croyances sont confrontées à des nouveaux savoirs. Il y a beaucoup de morts, il y a une grande pression qui pèse sur les populations. Voilà, c'est dans ce cadre que ça se passe. Et métaphoriquement, c'est important aussi, cette confrontation violente d'entrée de jeu entre ce jeune homme et son fils, et sa mère, parce que c'est toutes ces connexions, c'est toutes ces actes privés qui vont influencer la grande histoire. Madame Boum, votre livre aujourd'hui est principalement marqué par trois grandes unités. Le temps, dont on a parlé, l'espace, et puis les acteurs. Il faut dire que si le temps, dont on a parlé déjà, nous replonge avant les années 1960, donc on est à la fin des années 50, l'espace, ou alors le lieu, se déroule en pays Bassa, dans la forêt, et le peuple, c'est le peuple Bassa. Est-ce qu'il vous a été particulièrement aisé d'arriver à la rédaction de cet ouvrage en circonscrivant ces trois unités telles que nous venons de le décrire? J'ai choisi un lieu, en fait, une unité de lieu, la forêt Bassa, en me disant, en partant de là, en ancrant les personnages à cet endroit précis, le but était d'étendre l'analyse sur plusieurs générations et puis d'aller dans la complexité des choses, de leur manière d'être, de leur spiritualité, de leur organisation sociale, etc. Et j'ai fait des recherches, j'ai fait énormément de recherches, j'ai recoupé des informations. On a vu plusieurs livres. Oui. Vous êtes revenu sur un nombre de livres déjà écrits par plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Le livre Cameroun, donc oui, on voit plusieurs références dans votre livre. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi un travail assez cadré finalement. Et donc, ça s'est mis en place. Voilà, ça s'est mis en place une fois que j'avais le cadre, une fois que je savais ce que je voulais. J'aurais pu faire autrement, j'ai pensé à faire autrement, j'ai pensé à faire des liens entre Douala, la Nouvelle, entre les pays Bassa, Nouvelle qui était quand même un haut lieu aussi de ce combat. J'ai pensé, j'avais même une intrigue où je faisais intervenir le camp Bopi, Konsamba, voilà, il y avait des lieux plusieurs idées. Oui, c'est des lieux névralgiques, hein. Voilà, de ces histoires-là. Il y a tellement d'endroits dont on peut parler. Dernièrement, je lisais encore quelque chose sur les Batangas. Pareil. Enfin, on ne fait qu'effleurer cette histoire. On ne fait que l'effleurer. On n'est pas du
tout, mais pas du tout, entrer au fond des choses. On n'a pas tout vu. J'espère que d'autres continueront d'écrire. J'espère qu'on continuera de creuser parce que c'est notre histoire. On a besoin de ça pour savoir d'où on vient. Je le disais, je le dis toujours, c'est ça le fondement du Cameroun en tant que nation. Ces gens-là, c'est les pères fondateurs. Il n'y a pas d'autre début. Après, avant ça, il y a ce que moi je vais appeler la préhistoire. Voilà. Tout ce qui a constitué notre être ensemble avant. Et puis il y a ce combat qui est extrêmement important parce que c'est celui-là qui va nous porter, qui doit nous porter. Madame Boum, on n'est pas loin du terme de notre entretien ce jour, sauf que je m'en voudrais de ne pas vous poser une question qui peut chagriner, une question qui peut vous embêter. Et vous appelez quand même Boum. Est-ce qu'on est plus à l'aise d'écrire des faits comme cela quand on s'appelle Boum et se consacrer seulement à une partie qui est assez parlante pour le nom qu'on porte? Vous prenez un chemin bien compliqué pour poser une question très simple. Si j'ai bien compris, vous me demandez si j'écris sur les pays Bassa parce que je suis Bassa. Voilà, un autre terme. Quand on fait simple, c'est ce que vous voulez savoir. Vous avez tout compris. Je ne suis pas du tout Bassa. Ah bon? Ben non. Mais alors, ça, je peux vous dire que vous m'en collez une. Donc enfin, les Camerounais peuvent comprendre qu'on peut ne pas être Bassa et écrire une histoire aussi, un roman aussi fabuleux qui d'ailleurs nous fait, au début de votre roman, Madame Boum, alors quand vous me dites que vous n'êtes pas Bassa, et qu'on peut revenir au début du roman pour lire, pour voir dans la première page le travail que vous faites sur, on peut appeler ça un arbre généalogique de tous les... de tous les intervenants, tous les personnages. Tous les intervenants, on va dire, oui, tous les personnages de votre livre. C'est quand même fabuleux. Il faut aimer son pays. Il faut prendre le temps, il faut s'asseoir, il faut avoir envie de faire quelque chose. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça alors que ce n'est même pas des personnages qui nous parlent parce qu'on n'est pas de la région? Parce que nous, quand on entend Madame Boum, on se dit ça a été facile pour elle de parler de la lutte. Je n'ai pas grandi en pays Bassa, mais c'est comme, enfin, moi, je n'ai pas forcément l'impression qu'il faut être Bassa ou Bamileke. Ça nous rassure. Mais c'est ça, cet aspect tribal est totalement hors propos quand on parle de ce combat. Et j'étais ravie que j'ai présenté mon livre à Douala et à Yaoundé au Cameroun. Et cette dimension a été immédiatement perçue par les personnes qui l'ont lu. Depuis que le livre est sorti en 2015, il y a 2 personnes, 3 avec vous qui m'ont posé cette question, dont une qui était absolument hors sujet aussi. Mais il n'y a que 2 personnes. La plupart des gens, les Camerounais qui ont lu ce livre, ont bien compris ce que j'essayais de faire. Et ont bien compris que d'avoir posé les personnages dans une communauté ancrée, forte, et d'expliquer finalement que c'est cet ancrage qui va donner les êtres humains, les hommes et les femmes qui se sont engagés. Ils ont bien compris la métaphore par rapport à notre pays et par rapport aux différents groupes ethniques que nous sommes. Ils ont bien compris ça. Personne n'est venu m'embêter avec comment vous êtes Bassa, vous écrivez sur les Bassa. Non. Ou alors très peu de personnes. Très peu. Quand j'ai décrit les villages Bassa, ils ont reconnu leur propre village. Quand j'ai décrit les grands-mères Bassa, ils ont reconnu leur propre grand-mère. Voilà, c'est comme ça. Et c'est ça notre pays aussi. C'est un travail formidable que vous avez réalisé alors que vous n'êtes même pas de ce village-là. Mais votre livre reprend plusieurs générations, plus de 4 générations d'ailleurs. On peut noter quand même qu'à la fin du livre, il y a une lettre qui est envoyée par, je crois, monsieur Gérard Le Gall. Cette lettre nous replonge un peu dans l'espoir, parce qu'elle nous apprend que quelqu'un, Koundé, qu'on croyait décédé, est toujours vivant. Est-ce qu'aujourd'hui, en ayant fait cet arrimage de votre livre, vous essayez de nous dire que au-delà de la défaite, entre guillemets, de ces combattants d'hier, l'espoir demeure?
qu'en tout cas, le dernier mot n'est pas écrit. Le dernier mot n'est pas écrit, les jeunes générations sont là, les choses continuent d'avancer, de macérer, et nous devons continuer de porter la réflexion. C'est exactement, vous répondez à la question que posait Raoul Kuchukwachet depuis Lille sur votre livre. Il me demandait de vous demander qu'est-ce que vous nous proposez dans les mois, dans les jours, dans les années à venir au sujet, n'est-ce pas, de toutes ces questions qui vous turlupinent, de toutes ces questions qui vous interpellent. On a l'impression d'avoir reçu une réponse là de Raoul Kuchukwachet en disant que le dernier mot n'est pas écrit. Mais Madame Mleboum, nous arrivons au terme de cet échange très enrichissant sur ce fabuleux livre que nous conseillons à nos lecteurs, hein. Les Maquisards, un livre qui nous replonge de manière très très romancée sur dans la période très très douloureuse de la lutte contre la colonisation en Pays Bassa, avec plusieurs personnages créés par Madame Boum, qui ne sont pas forcément des personnages vrais, hein. C'est des personnages de romans. Un livre facile à lire, même s'il est volumineux comme vous le voyez, il est facile à lire, très facile, on le lit d'un trait. Donc, Madame Boum, merci d'être venue sur DIAF TV. Merci de m'avoir invité. Merci.